Bonjour tout le monde. Nous allons maintenant débuter. Comme quelques personnes continuent d'arriver, mais on débutera dès maintenant notre webinaire. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour le webinaire Bâtir ensemble la ville résiliente, agir pour le climat avec sa communauté. C'est un grand plaisir de vous voir en si grand nombre en train de se connecter sur le webinaire. Je m'appelle Raphaël Dufresne, je suis coordonnatrice de projet développement au Centre d'écologie urbaine sur les questions d'adaptation au changement climatique. Puis je suis en compagnie aujourd'hui de mon collègue Vincent Ouellet-Jobin, qui est chargé de projet également au Centre d'écologie urbaine sur la question de l'adaptation au changement climatique. Nous allons animer aujourd'hui ce webinaire ensemble. Aujourd'hui, on se rassemble pour partager un peu des réflexions sur pourquoi parler de climat et de participation citoyenne dans le même webinaire. Qu'est-ce que c'est l'urbanisme participatif pour le climat? Ensuite, une présentation du volet communautaire là, de ce projet-là, Bâtir ensemble la ville résiliente. Puis enfin, une période de questions, un bref mot de la fin pour conclure. Donc, avant de plonger, quelques consignes par rapport à la période de questions. On a prévu un temps précis pour la période de questions à la toute fin du webinaire. D'ici là, on va partager de différentes informations. On vous invite donc dès maintenant, si vous en avez des questions, à nous les partager dans le clavardage. On va les rassembler puis répondre à la toute fin de la présentation, là, à la fin des explications sur le contenu. Tout d'abord, quelques mots sur le Centre d'écologie urbaine. Le centre, c'est un OBNL qui a été créé il y a maintenant près de 30 ans par des citoyens et citoyennes engagés qui souhaitaient transformer leur communauté directe de manière plus durable. Puis, le centre propose des pratiques, des politiques pour créer des villes qui sont écologiques, démocratiques et en santé depuis 30 ans. C'est une mission qui s'inscrit dans l'idée que le développement des villes se fait très souvent au détriment des conditions de vie de la population qui y vivent de l'environnement. Puis les villes, les personnes qui y habitent subissent tous et toutes les conséquences de ces mauvais choix, mais de manière inégale. Les populations plus vulnérables sont souvent les plus durement touchées. Le centre a comme impact souhaité de développer le pouvoir d'agir des citoyens et citoyennes, puis d'augmenter les capacités des communautés, des municipalités au Québec à agir ensemble pour accélérer la mise en œuvre de solutions pour des villes qui sont à échelle humaine, qui sont durables, puis qui sont résolument engagées dans la transition socio-écologique. Puis le centre fait ça à travers 4 stratégies d'action, donc d'expérimenter, innover, développer des connaissances plus pratiques, partager des connaissances, outiller pour passer à l'action, concevoir, réaliser, soutenir des processus participatifs, puis enfin inspirer, sensibiliser et faire valoir le droit à un environnement propre, sain et durable. Revenons maintenant au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, plus précisément le webinaire Comment agir sur le climat avec sa communauté. Les 3 objectifs du webinaire d'aujourd'hui sont autant de partager ce que c'est l'urbanisme participatif qui est appliqué aux enjeux climatiques, faire découvrir notre projet, Bâtir ensemble la ville résiliente, mais aussi présenter l'appel à candidature qui est en cours, le parcours de formation qui sera offert en lien avec cet appel à candidature, puis répondre à toutes vos questions sur le sujet. Avant de plonger dans le vif du sujet, là, juste un rappel, écrivez-nous vos questions dans le clavardage. N'hésitez pas à partager vos questionnements, vos réflexions pour qu'on prenne un moment pour répondre à la toute fin. Alors, allons-y. Je passe maintenant la parole à Vincent qui va débuter en partageant pourquoi on se rassemble aujourd'hui pour parler de climat et de participation citoyenne. Merci beaucoup, Raphaël. Je suis vraiment content d'être ici aussi avec vous aujourd'hui pour parler de ce projet-là, qui est un peu un de mes petits projets chouchous au centre, puis j'espère que ça va aussi devenir votre projet chouchou. Puis, en fait, j'aimerais commencer par un petit tour d'horizon pour vous expliquer un peu pourquoi on a décidé de monter un projet qui allie climat et participation citoyenne. Premièrement, c'est sans surprise que je vous annonce que les changements climatiques sont là, sont déjà présents. Ils sont souvent associés à une hausse de température, oui, c'est pas sans raison. La dernière décennie a été la plus chaude qui a jamais été enregistrée. Mais cette hausse de température-là s'entraîne une augmentation de la fréquence puis de l'intensité des événements météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur puis les épisodes de fortes précipitations. Ici au Québec, mais aussi partout dans le monde, on le voit. On peut penser par exemple à la tempête Debby qui a inondé de nombreux foyers en 2024. Ça a créé des refoulements d'égouts, ça a endommagé des routes. Il y a même une personne qui a perdu la vie lors de ces événements-là. On voit pas non plus toutes les conséquences cachées, comme les conséquences sur la santé mentale des gens inondés, les factures qui sont assez salées pour les propriétaires qui subissent les inondations, ou encore les problèmes de santé qui peuvent découler des potentielles moisissures dans les logements qui sont peut-être moins bien entretenus, qui ont subi des inondations. Comme autre événement extrême, on peut penser aussi au feu de forêt de l'année 2023, qui fut une année malheureusement record, un mauvais record en quelque sorte. On parle d'environ 4,3 millions d'hectares brûlés.
Puis moi, personnellement, ça me dit rien, mais 4,3 millions d'hectares, c'est environ la superficie des Pays-Bas. C'est que c'est énorme comme superficie. Ça a causé énormément de dommages. Il y a aussi les vagues de chaleur, comme celle de 2023 en Europe, qui est un autre exemple d'événement extrême avec des conséquences graves. Lors de cette vague de chaleur-là particulière, il y a une étude qui a estimé que ça a entraîné près de 50 000 morts. Donc, nos communautés vivent déjà les conséquences des changements climatiques. Ces événements climatiques-là extrêmes, ils ont des conséquences vraiment importantes sur les populations, la santé physique, leur santé mentale, leur santé financière. Ça menace aussi nos infrastructures qui n'ont pas été conçues pour faire face à des conditions comme ça. Ceci dit, c'est pas toutes les populations qui subissent les conséquences des changements climatiques de la même façon. Ici, on a un exemple assez classique, celui de Parc Extension versus la ville de Mont-Royal, qui est ici même sur l'île de Montréal. Cet exemple-là, c'est pour illustrer un peu que les personnes qui sont plus vulnérables, soit les personnes âgées, marginalisées, en situation de handicap, qui ont peut-être moins de moyens financiers, sont aussi celles qui subissent le plus les impacts des changements climatiques. En général, les zones qui sont défavorisées au niveau socio-économique sont souvent celles qui sont les plus vulnérables aux effets des changements climatiques. L'exemple qu'on a là avec Parc Extension, c'est un magnifique quartier qui est aussi le quartier le plus densément peuplé de Montréal. C'est un quartier qui est vibrant, avec des gens de diverses cultures qui ont eu des domiciles avec diverses vagues d'immigration, mais c'est aussi un des quartiers qui est les plus pauvres au Canada. On parle d'environ 65 de la population qui a un statut d'immigrant ou de réfugié, de résident non permanent, pardon, comparé à 40 pour la population montréalaise. Puis si on compare à la ville de Mont-Royal, qui est juste adjacente, on parle de 34 qui sont soit avec un statut d'immigrant ou de résident non permanent. Le revenu des ménages aussi après impôt médian est de 45 000 pour Parc Extension, qui est un peu plus bas que la ville de Montréal à 56 000, puis la moitié de ce que c'est à la ville de Mont-Royal avec 99 000 dollars. Maintenant, si on regarde les îlots de chaleur sur le même territoire, on peut voir qu'il y a aussi de grandes disparités. Les îlots de chaleur, c'est des zones urbaines où l'air ambiant est plus chaud à cause notamment des matériaux comme l'asphalte, le béton, qui vont avoir tendance à absorber la chaleur puis l'irradier par la suite. La température dans un îlot de chaleur peut être vraiment plus élevée en termes de degrés Celsius comparé à des zones végétalisées, pardon, avoisinantes. Ça peut aller même jusqu'à peu près 12 degrés. Ici, on peut voir que le quartier Parc Extension a beaucoup plus d'îlots de chaleur, ici qui sont illustrés en rouge, comparé à la ville Mont-Royal qui est juste à côté. Ça, c'est un exemple qui illustre vraiment une tendance qui est reconnue par les études. En général, les îlots de chaleur affectent particulièrement les milieux défavorisés au niveau socio-économique, qui sont plus vulnérables, notamment en raison d'espaces verts qui sont plus rares, plus petits, et aussi parce que la distance entre les espaces frais et le lieu de résidence est plus grande. Il est donc vraiment impératif de porter une attention particulière aux milieux de vie qui sont vulnérables aux effets des changements climatiques. Puis pour mieux outiller les communautés vulnérables face aux effets des changements climatiques, il est vraiment essentiel d'intégrer le point de vue des personnes qui sont plus vulnérables dans l'élaboration des solutions afin que les solutions tiennent compte des inégalités qui sont existantes. Puis pour bien construire les solutions qui sont adaptées aux besoins des communautés, il faut se rappeler que les personnes qui habitent un quartier sont aussi les expertes des problèmes vécus puis des besoins dans ce quartier-là spécifique. La population qui vit au quotidien dans un quartier, elle apporte des perceptions puis des connaissances qui sont différentes de celles des personnes qui sont dites expertes ou professionnelles de l'aménagement. C'est des contributions qui sont vraiment précieuses, qui enrichissent les analyses puis qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux locaux pour construire des solutions qui sont vraiment adaptées aux besoins des communautés. Les professionnels puis les experts de l'aménagement peuvent compléter leur savoir avec le savoir un peu plus expérientiel des communautés. Puis en intégrant dès le départ et puis tout au long du projet les observations, les préoccupations, les aspirations de la population, il est vraiment possible de co-construire des solutions qui vont vraiment répondre aux besoins des communautés. Un bon exemple pour comprendre comment les communautés peuvent bonifier un peu les connaissances techniques que j'aime beaucoup utiliser, c'est celui des îlots de chaleur, en fait. Il est possible de localiser les îlots de chaleur avec des données prises par des satellites. Ça nous donne des belles cartes où ce qu'on peut identifier les îlots de chaleur comme celles que je vous ai présentées. Donc, on peut les localiser, on peut les identifier, mais ça ne nous permet pas, ces cartes-là, à elles seules, de comprendre comment les îlots de chaleur vont affecter la communauté.
Par exemple, ici un îlot de chaleur qui est dans un stationnement d'une industrie qui est en périphérie d'un quartier résidentiel, ça n'aura pas les mêmes impacts ou les mêmes conséquences pour les gens du quartier, comparé à un îlot de chaleur, par exemple, qui va être dans le même quartier, mais au centre même du quartier, dans une cour d'école, par exemple. C'est vraiment les gens du quartier qui peuvent nous dire eux-mêmes c'est quels îlots de chaleur qui les affectent le plus. Ceci dit, inclure les citoyens puis les citoyennes, c'est pas seulement de la consultation. Souvent, lorsqu'on parle de participation citoyenne, on a tendance à parler beaucoup de sensibilisation, de consultation, par exemple via les plateformes de consultation en ligne. Mais la participation citoyenne, ça peut être vraiment plus que ça. On peut envisager en fait la participation citoyenne sur une échelle dont le plus bas niveau consiste juste à informer puis sensibiliser les citoyens et les citoyennes. Mais à son plus haut niveau de cette échelle-là que vous voyez à l'écran, ben, on parle de codécision, où les citoyennes et les citoyens ils ont vraiment un réel pouvoir, non seulement pour façonner les solutions qui sont envisagées, mais aussi prendre les décisions sur les projets eux-mêmes. C'est pas tous les projets qui ont besoin vraiment d'être élevés sur cette échelle-là, mais si on veut vraiment faire de la participation citoyenne avec un grand pouvoir qui a un grand pouvoir transformateur pour les milieux de vie, il est vraiment important de se bander pour chaque projet, c'est quoi la place qu'on veut donner aux citoyennes puis aux citoyens. C'est un peu de l'ensemble de ces constats-là, tant sur la vulnérabilité climatique des populations que la participation citoyenne, pardon, qui est né le projet Bâtir ensemble la ville résiliente. Ce projet-là, il a pour but de monter puis de mettre en action un processus et une boîte à outils d'action climatique collective qu'on va vous montrer aujourd'hui. On nomme ce processus-là l'urbanisme participatif pour le climat. Qu'est-ce que ça mange ça en hiver, l'urbanisme participatif pour le climat? Donc, vous m'avez entendu prononcer cette expression-là quelques fois. Raphaël l'a dit aussi. Puis peut-être que vous vous demandez, mais c'est quoi l'urbanisme participatif pour le climat? Et qu'ensemble, on va voir un peu en quoi ça consiste, un processus d'urbanisme participatif pour le climat. Ben, l'urbanisme participatif pour le climat, c'est une approche qui se base en fait sur la démarche d'urbanisme participatif que le Centre pilote depuis plusieurs années. On a même élaboré un guide pour vous guider à travers ces démarches-là. L'urbanisme participatif, c'est vraiment, ça place les citoyens et les citoyennes au cœur des décisions qui vont façonner un quartier. En réunissant les professionnels puis la population, les élus autour du même table, ce genre d'approche-là va favoriser vraiment une co-création, soit d'espaces publics, de rues, de quartiers ou d'aménagements en termes généraux qui vont être plus équitables, plus durables, puis vraiment plus à l'image des personnes qui vont habiter le quartier. C'est une démarche de planification puis d'aménagement de l'environnement bâti qui implique un partage, mais pas juste un partage, parfois même un transfert de responsabilité vers les citoyennes et citoyens. Ils deviennent vraiment plus impliqués dans la démarche. L'urbanisme participatif, ça vise vraiment à repenser un peu collectivement comment qu'on aménage l'espace urbain. L'approche d'urbanisme participatif, ça comporte de nombreux avantages comparés aux approches dites un peu plus traditionnelles. On vous en a mis quelques-unes ici, donc ça permet vraiment de bien prioriser les besoins puis les lieux d'intervention. Ça permet aussi de compléter les connaissances techniques des professionnels avec le vécu expérientiel des citoyens et citoyennes. Ça permet de favoriser l'acceptabilité sociale du projet, aussi son appropriation par la communauté. Ça aide à ce que les gens s'approprient le projet puis le fassent leur, en quelque sorte. C'est aussi utile pour faire connaître les contraintes de temps, de budget, les contraintes techniques des différents partenaires sur le projet. Donc, ça aide un peu à communiquer ce genre d'informations-là avec la communauté. Ça permet de tisser des liens avec les leaders des communautés. Ça permet aussi d'assurer vraiment à long terme le maintien de l'esprit du projet parce que les citoyennes puis les citoyens qui sont actifs dans les projets vont avoir tendance vraiment à garder la fibre vivante à l'intérieur même du projet. Ça nous permet des fois de bonifier l'analyse, ça nous permet de bonifier les propositions, les types de solutions. C'est vraiment quelque chose qui peut favoriser une gouvernance démocratique puis soutenir les communautés dans l'exercice un peu de leur citoyenneté en tant que telle. L'urbanisme participatif, c'est un processus qui est vraiment éprouvé depuis de nombreuses années. On l'utilise beaucoup au centre, puis ça comporte, oui, de nombreux avantages, mais c'est aussi un processus qui est très flexible. Puis c'est un peu de cette flexibilité-là, donc, qu'on a utilisé pour l'appliquer au climat. Donc, quand on l'applique au climat, ce processus-là, ça nous permet vraiment de, oui, comprendre les enjeux liés au changement climatique, mais aussi de partager ces informations-là avec sa communauté.
Ça permet de saisir les conséquences sur l'environnement urbain, sur nos conditions de vie, notamment pour les populations vulnérables. Ça permet d'aborder différentes stratégies de lutte puis d'adaptation qui sont possibles et qui sont à notre portée. Ça nous permet aussi de mettre en place des actions collectives qui nous permettent d'agir vraiment à notre échelle. Souvent, quand on parle de changement climatique et d'action, on va penser à des actions qui sont plus individuelles, réduire notre consommation, des choses comme ça. Mais il y a un éventail d'actions collectives qui est également possible. Donc, on va regarder un peu à quoi ça ressemble un processus d'urbanisme participatif pour le climat pour vous donner un peu une meilleure idée de quoi ça a l'air. Premièrement, je veux dire, loin d'être vraiment un modèle rigide qu'on vous propose, c'est vraiment plus un processus, une suggestion ou un cadre de référence que vous devez adapter selon votre contexte d'application. Ça va vraiment dépendre de la nature, de l'ampleur de votre projet, les ressources qui sont disponibles, votre échéancier, ou encore les données qui sont existantes que vous pouvez prendre en compte pour planifier votre démarche participative. Selon votre projet, peut-être que l'intensité accordée à chacune des phases que je vais vous présenter va changer, peut-être que le nombre, la nature des activités va changer, peut-être que l'ordre des activités va changer, peut-être que l'ordre des phases va changer. C'est vraiment en fait, on l'a structuré avec une certaine logique générale, mais c'est vraiment à vous de vous faire, vraiment de vous approprier ce processus-là. Donc, la première phase, totalement à gauche, c'est bien sûr la phase de démarrage, qui consiste à s'informer sur les enjeux des changements climatiques, puis aussi définir l'objectif de la mobilisation. Donc, on se prend le temps de se poser avec notre communauté, on s'assure que tout le monde comprend les enjeux, on regarde ensemble sur quoi on voudrait travailler. Par exemple, si on veut un projet qui traite de lutte au changement climatique, où on travaillerait à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans notre communauté, ben, on peut se demander, est-ce qu'on a un bilan carbone, c'est-à-dire un inventaire des principales sources de gaz à effet de serre dans notre communauté? On peut aussi se demander, qu'est-ce qui nous motive le plus? Est-ce que c'est travailler sur la gestion des matières résiduelles, donc réduire un peu nos déchets? Ou encore, c'est capter le carbone par le verdissement, ou encore ben, la mobilité durable, travailler sur la place du vélo en ville. Donc, on se pose ces questions-là, on fait des choix. Puis par la suite, dans la deuxième phase, on va, la phase qui s'appelle comprendre, on va aller recueillir un peu les données qui sont nécessaires pour orienter efficacement nos actions. Par exemple, pour un projet qui vise à réduire les îlots de chaleur dans un quartier, on pourrait faire un exercice où on fait une espèce de cartographie, une cartographie des ressources qu'on appelle, avec la communauté pour essayer d'identifier vraiment sur une carte, ben, c'est quoi les îlots de chaleur qui affectent le plus la population. Par la suite, dans la troisième phase, pardon, la phase explorée, ça consiste à faire vraiment tout l'inventaire des solutions qui sont possibles avec sa communauté, puis de choisir une piste de solution ou plusieurs pistes de solution. Pour vous aider, on vous a répertorié plusieurs idées d'action collective pour le climat, question un peu de stimuler votre créativité. C'est vraiment pas un inventaire de solutions, c'est juste une base pour vous permettre après ça d'imaginer vos propres actions. Entre la phase 3 puis la phase 4, entre la phase explorée puis la phase décidée, il y a un travail un peu à faire avec l'équipe sous-jacente pour prendre la solution identifiée par la communauté puis la rendre vraiment réelle et concrète. Par exemple, si la solution, c'est de verdir un espace communautaire, ben, il faut rendre ce projet-là un peu plus concret. Donc, on va faire des plans vraiment techniques avec où on va mettre les plantes, où on va mettre les arbres, etc., pour vraiment voir si le tout concorde avec les besoins de la communauté, puis voir un peu comment tout plus près dans notre projet. Donc, on essaie de rendre les idées qui ont été exprimées, les besoins qui ont été exprimés en des idées réelles, concrètes de projets qu'on va faire. La phase 4, c'est une phase qui est, selon moi, trop souvent négligée, mais c'est une fois, en fait, que les idées sont concrétisées, on retourne vers la communauté pour s'assurer que on a bien compris les besoins de la communauté. Donc, on invite la communauté à commenter, valider, bonifier la solution, le plan qu'on leur donne ou l'idée, le projet, le plan d'action, etc. C'est vraiment un moment pour ajuster puis s'assurer que les besoins ont été bien compris puis que les idées qui ont été exprimées sont vraiment traduites dans la version finale de l'action. Puis une fois l'idée ajustée, on pourrait dire, ou bonifiée, ben là, il est temps, le moment le plus fun, de mettre en œuvre les solutions qu'on a sélectionnées. Ça va être assez varié, ça pourrait être, on vous en présenter quelques exemples plus tard, mais oui, vous m'avez entendu parler de plantation, mais ça pourrait être aussi des ateliers de réparation, de vêtements communautaires et plein d'autres choses.
Puis au final, on termine le tout avec une inauguration ou une célébration de la démarche dans la dernière phase, la phase 6 inaugurée. On recommande beaucoup de faire ça parce que c'est une bonne façon de, un, célébrer la démarche, mais aussi juste favoriser l'appropriation par la communauté, prendre un temps pour se rassembler ensemble. Si vous regardez en bas tout complètement, vous avez une étape qui est vraiment aussi très importante et aussi souvent négligée, mais c'est l'évaluation en continu. C'est vraiment une étape clé pour un processus d'urbanisme participatif, parce que c'est vraiment là qu'on va pouvoir ajuster le processus, qu'on va pouvoir ajuster nos activités. Donc, généralement, on vous recommande de planifier l'évaluation dès le début d'un projet, en collaboration avec les parties prenantes, pour vraiment être capable de mesurer l'impact des actions, puis mesurer aussi, de s'assurer que les moyens qui sont mis en œuvre sont vraiment adaptés aux objectifs qui se sont fixés avec la communauté. Donc, c'est assez gros et structuré, mais je vous assure vraiment, le processus d'urbanisme participatif, c'est vraiment quelque chose qui est flexible. Puis c'est vraiment à vous qui revient la tâche avec votre communauté de prendre ce processus-là, de bâtir un processus qui vraiment répond à vos besoins. Nous, on vous donne la base, puis vous partez avec, puis vous en faites ce que vous voulez. Toute la documentation pour le projet va être disponible à terme sur le site web urbanismeparticipatif.ca. Ce site-là, c'est vraiment un de nos sites qui existe depuis quelques temps au centre, qui regorge avec vraiment une foule d'informations pour vous accompagner dans la mise en œuvre d'actions participatives, puis de processus d'urbanisme participatif en général. Ça comprend entre autres une boîte à outils avec plus de 30 fiches qui vous permettent d'organiser divers types d'activités participatives. Puis c'est aussi sur ce site-là que vous allez trouver toutes les informations pour notre démarche d'urbanisme participatif pour le climat. La page web comprend, oui, le processus en 7 étapes, mais aussi des liens vers des outils et des fiches informatives qui sont pertinentes pour vos démarches d'action collective pour le climat. C'est vraiment des fiches qui sont conçues pour ce processus-là en particulier. Pour l'instant, le nombre d'outils et de fiches est un peu limité pendant qu'on termine la production, qu'on est en train de travailler ça dans l'arrière-plan. Alors, on vous invite à y revenir au courant des prochaines semaines et des prochains mois pour voir les ajouts. Ici, on a un exemple de la première phase, la phase démarrée. Donc, chaque étape a sa propre section qui vous accompagne vraiment pas à pas. Les pages vous réfèrent également à des fiches pertinentes pour chacune des étapes. Par exemple, ici, vous voyez des fiches de type informative. Ces fiches-là sont vraiment faites pour vous aider à démystifier un peu les changements climatiques et les enjeux liés. Par exemple, ici, vous voyez une fiche pour vous aider à comprendre la différence entre la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation au changement climatique. La lutte, c'est vraiment tout ce qui est réduction des émissions des gaz à effet de serre, donc un peu la cause des changements climatiques. Et l'adaptation, c'est vraiment plus comment on fait face aux changements climatiques maintenant qu'ils sont là. Cette fiche-là, elle contient aussi les grandes stratégies d'action pour chacun des deux grands axes. Vous trouverez aussi une autre fiche qui va un peu plus en détail sur la vulnérabilité au changement climatique. Vous m'avez entendu en parler un petit peu. Mais cette fiche-là va expliquer vraiment pourquoi certains milieux de vie sont plus vulnérables, pourquoi certaines populations sont plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Qu'est-ce qui affecte un peu cette sensibilité-là? Donc, ces fiches informatives vont vous aider non seulement à mieux comprendre les changements climatiques, mais aussi à mieux communiquer ces notions-là avec votre communauté. Les autres fiches qu'on a sont des fiches de type outils. Vous les trouverez également dans la boîte à outils, puis ça vous propose différentes activités plutôt participatives à organiser avec votre communauté. Par exemple, ici, vous voyez une fiche pour la cartographie des acteurs, qui est une activité qui permet de prendre un moment avec sa communauté ou avec le groupe du projet pour identifier puis mobiliser les parties prenantes importantes pour un projet. Vous avez aussi une fiche sur l'analyse de la vulnérabilité climatique qui contient des ressources pour mieux comprendre et partager l'information sur la vulnérabilité climatique. Il y a des liens sur des bases de données qui peuvent vous aider à illustrer la vulnérabilité de votre communauté, puis à les partager également. Ces fiches-là vont vous aider vraiment à organiser des activités participatives tout au long du processus d'urbanisme participatif pour le climat. Ici, je vous donne un exemple de fiche. Cette fiche-là, c'est pour faire des marches exploratoires. C'est une activité dans laquelle, avec notre communauté, on marche à travers le quartier pour identifier divers enjeux. Les enjeux vont varier, bien sûr, selon le type de projet qu'on a en présence. Puis, comme vous pouvez voir, chaque fiche est premièrement, j'adore le graphisme des fiches. Félicitations à notre équipe de graphisme et à notre équipe aux communications.
Je trouve que c'est un excellent travail. Chaque fiche comprend plusieurs sections, comme des objectifs qui sont clairs et simples. Il y a aussi toutes les phases dans lesquelles un outil, on peut utiliser cet outil-là. Donc, est-ce que ça correspond à la phase explorée, par exemple? On a aussi des thématiques qui sont abordées par cette fiche-là. Donc, est-ce qu'on parle de lutte ou d'adaptation? Ça va être indiqué sur la fiche. Il y a une section pour tout ce qui est matériel requis. Il y en a une autre sur des informations sur la participation, comme par exemple, c'est quoi le nombre de personnes recommandées pour faire cette activité-là. Il y a aussi astuces, pardon, pour faire réfléchir un peu sur le sujet, puis vous aider à adapter votre activité vraiment à vos besoins. Par la suite, on vous suggère un processus qui est vraiment simple et adaptable. Donc, on a vraiment des processus qui vous guident étape par étape dans l'organisation des activités. Il y a aussi des exemples concrets d'observations à faire ou des modalités particulières pour des projets qui sont liés au changement, pardon, au changement climatique. Donc, vraiment, on a essayé de vous guider le plus possible dans ce processus-là. Finalement, il y a des exemples de matériel qui vous sont fournis pour vous aider vraiment à visualiser les activités ou visualiser du matériel nécessaire pour faire les activités. Ces exemples-là, ils vont être bonifiés au cours de la démarche au fur et à mesure que les outils vont être utilisés dans le monde réel. Puis ces fiches-là sont vraiment, vraiment vivantes. Puis on vous invite en fait à nous faire part de votre utilisation. Si jamais vous utilisez ces fiches-là, que vous avez des exemples à nous partager, on est vraiment preneur. Euh, qui sait, peut-être que votre projet va y apparaître à titre de projet vedette dans la prochaine mouture de cette fiche-là. Donc, maintenant qu'on a fait un peu le tour du processus, on va un peu décrire en quoi ça consiste le volet d'accompagnement du projet Bâtir ensemble la ville résiliente. Le projet comporte, comme je vous l'ai dit, un volet de boîte à outils et de processus, mais il comporte aussi un volet d'accompagnement des organisations. L'objectif de ce volet-là, c'est vraiment de constituer une cohorte de 5 organismes montréalais qui vont recevoir un appui pour élaborer une démarche de participation citoyenne autour des enjeux climatiques. Qui peut déposer une candidature? Ben, c'est tout organisme montréalais. Donc, on demande que les organismes aient une adresse administrative sur le territoire de l'île de Montréal, que ce soit des organismes qui sont non gouvernementaux et sans but lucratif. Des organismes aussi qui sont constitués légalement depuis au moins un an, puis qui travaillent avec des populations vulnérables au changement climatique ou œuvrant dans des quartiers montréalais méritant d'équité. Là, c'est vraiment important de préciser qu'il n'y a vraiment aucune expertise en changement climatique qui est requise. Le parcours de formation, il est conçu pour vous donner toutes les bases nécessaires afin que vous puissiez comprendre, mais aussi transmettre ces connaissances-là de façon claire et accessible à votre communauté, tant pour les changements climatiques, mais aussi la participation citoyenne. Donc, si vous avez moins d'expérience, c'est compris dans le parcours de formation, c'est fait pour vraiment vous donner toutes les connaissances de base nécessaires à faire un tel processus. En cas de doute sur votre admissibilité, contactez-moi directement pour qu'on regarde votre situation particulière. Je veux vraiment pas que vous hésitiez. On est là pour ça. Donc, en quoi consiste un peu notre accompagnement? Ben, un petit soutien financier de environ 2 000 $ pour la participation aux formations, qui sont en peu 4 volets, donc sur les changements climatiques, la participation citoyenne, l'action collective relative au changement climatique. On va aussi fournir un accompagnement personnalisé, donc des rencontres un peu plus individuelles pour élaborer un plan d'action. Ça va être élaboré un peu dans les formations, mais aussi en rencontre individuelle. On va vous donner des conseils, on va assurer un suivi vraiment rapproché qui va s'adapter non seulement à la réalité de votre organisation, mais aussi à la réalité de votre communauté. C'est ça notre but. Il ne faut pas imposer rien. On va vraiment tirer les informations que vous avez vous-même de votre propre communauté parce que vous en êtes les experts et les expertes. On va aussi, vous allez avoir accès à une boîte à outils, pardon, sur l'action collective en lien avec les changements climatiques, puis aussi d'autres outils qui ne sont pas nécessairement disponibles à toutes et tous sur le site web, les outils un peu plus internes du centre. Puis finalement, il y a un financement additionnel pour 3 projets à condition que ces projets-là incluent un volet de verdissement. Donc, ça se peut que votre projet, éventuellement, votre communauté, ce soit pas le verdissement qui soit une idée qui est retenue. Mais pour ces projets-là, l'équipe du centre va travailler avec vos organismes pour élaborer une stratégie de financement de ces actions-là spécifiques. Pour les actions vraiment plus de verdissement, ben là, on a déjà sécurisé un financement pour que ça puisse avoir lieu. Puis là, vous me dites, oui, les actions, c'est un peu flou, mais quel genre d'action un peu ça pourrait donner ce processus-là? Ben, les réponses sont vraiment variées parce qu'ils vont dépendre vraiment des besoins de votre communauté.
Donc, par exemple, ça pourrait être un événement d'apprentissage du vélo avec les jeunes de votre communauté. Ça pourrait être aussi de mettre sur pied un atelier de réparation de vêtements, par exemple. Oui, on le dit, une journée de plantation collective, quelque chose de verdissement, ça pourrait être une option aussi, ou encore élaborer un plan d'urgence communautaire pour les inondations. C'est toutes des choses qui sont possibles, puis ça dépend vraiment des besoins particuliers, puis des désirs qui sont exprimés par la communauté lors des activités qui vont être organisées. Au niveau de nos attentes, ben, les organismes qui vont participer à la démarche, oui, s'engagent bien sûr à participer à 4 formations de 2 heures. On demande à 2 personnes par organisme, question qu'il y ait une certaine redondance dans les informations partagées. On va aussi demander aux organismes d'élaborer un court plan de mobilisation de leur communauté, bien sûr, avec notre accompagnement. Vous ne serez pas laissé à vous-même avec ça. Puis finalement, on vous demande de tenir 2 rencontres citoyennes pour identifier les problématiques liées au changement climatique, puis essayer de trouver des pistes de solutions collectives. Ces rencontres-là, elles peuvent avoir lieu vraiment lors de vos activités régulières ou encore en marge d'une des activités que vous avez déjà organisées. On veut que ça soit vraiment flexible. Notre but, c'est vraiment que les rencontres citoyennes vous aident vraiment réellement à discuter d'action climatique avec votre communauté. Au niveau de l'évaluation des candidatures, on va être très gentil, je vous l'assure. On va regarder ça vraiment selon, oui, peut-être votre expertise, mais aussi votre volonté de travailler avec les populations vulnérables au changement climatique. On va aussi regarder votre expérience ou votre intérêt pour la participation citoyenne et on va regarder aussi le territoire d'intervention. Donc, est-ce que vous vous situez dans une zone qui est vulnérable et prioritaire, ce qui correspond à un niveau 4 à 6 de l'indice de qualité des milieux de vie? Je vais vous le présenter tout à l'heure ou encore dans une zone avec une vulnérabilité élevée à un ou plusieurs aléas climatiques. Puis pour donner justement ces 2 informations-là en lien avec votre territoire d'intervention, on vous demande d'utiliser 2 outils cartographiques, puis on essaie de faire ça le plus simple possible, je vous l'assure. Donc, pour trouver la vulnérabilité de votre territoire, on vous demande de vous diriger sur la carte de la vulnérabilité aux aléas climatiques de l'agglomération de Montréal. L'adresse est fournie dans l'appel à candidature. Avec la roulette de votre souris, on vous demande d'ajuster la vue, donc faire ce qu'on appelle en langage commun un zoom pour qu'on puisse voir vraiment bien votre territoire d'action. Dans cet exemple-là, on a utilisé l'arrondissement du plateau Mont-Royal, là où sont situés les bureaux du centre. Puis là, comme vous pouvez voir dans le catalogue de données à gauche, vous devez cacher des vues que vous voulez pas voir. Donc, il y a un petit symbole avec un œil. Donc, vous cochez ces vues-là pour les cacher, puis vous cochez en fait les données que vous voulez voir seulement. Il y a 5 différents aléas climatiques qui sont identifiés là par cette carte au niveau de la vulnérabilité. Donc, vous prenez une capture d'écran de soit chaque aléa qui démontre une certaine vulnérabilité de votre territoire ou encore une carte qui montre une vulnérabilité qui vous intéresse particulièrement avec votre organisation. Avec cette capture d'écran-là, par la suite, avec un logiciel peut-être comme Paint ou PowerPoint, quelque chose vraiment de simple, vous identifiez un peu votre territoire d'action. Par exemple, ici, j'ai identifié grossièrement, très grossièrement, le quartier du Myland. Donc, c'est vraiment le quartier dans lequel se trouve le centre d'écologie urbaine, le quartier du Myland. Je dis grossièrement parce qu'il y a toute une portion au complet qui n'est pas vraiment dans le quartier du Myland, mais pour les besoins qu'on a, on ne vous demande pas vraiment de faire une grosse analyse. On veut juste savoir, grosso modo, où est votre territoire d'action. L'important, c'est vraiment qu'on voit les caractéristiques particulières de votre territoire pour qu'on puisse un peu évaluer si c'est là où il y a les besoins qui sont plus un peu majoritaires. Pour ce qui est de l'équité, on vous demande d'utiliser la carte de l'indice d'équité de la Ville de Montréal, qui aussi l'adresse est fournie dans l'appel à candidature. On vous demande aussi, là encore, avec votre roulette de souris, d'ajuster la vue pour faire un beau zoom sur le territoire d'action. Par défaut, cette carte-là, ce qui est le fun, c'est que ça nous donne les bons niveaux sélectionnés. Donc, on vous a dit les niveaux 4 à 6 dans l'appel à candidature. Bien, automatiquement, cette carte-là vous ouvre les niveaux 4 à 6. Donc, vous avez juste à ajuster l'écran. Puis, par la suite, de la même façon, vous prenez une capture d'écran, puis vous identifiez votre territoire d'intervention par la suite. Si jamais votre champ d'action, votre territoire, par exemple, d'intervention est sur l'île de Montréal, mais pas au sein de la ville, donc dans une des villes liées, cette carte-là vous ne montrera pas d'indice d'équité. Donc, vous pouvez utiliser le géoportail de santé publique, puis on vous demande d'utiliser l'indice de défavorisation, qui sont des données qui sont disponibles là-dessus. Toutes les indications pour ça sont dans la section Foire aux questions de l'appel en candidature.
Mais vraiment, en tout temps, si jamais vous avez des difficultés, que vous voulez de l'aide, je vous invite à me contacter à l'adresse qui est fournie dans l'appel à candidature. Je veux vraiment pas que ça soit un frein à quiconque d'appliquer, de ne pas savoir comment utiliser ces cartes-là. Si jamais vous trouvez que les cartes ne présentent pas la vulnérabilité réelle de votre territoire d'action, n'hésitez pas à l'indiquer dans l'appel à candidature parce qu'on va vraiment valoriser votre expertise avec les populations vulnérables plus que les cartes en tant que telles. Pour le processus de dépôt de candidature, les organismes intéressés doivent remplir en fait un court formulaire. On a essayé de faire ça le plus concis possible, le plus simple possible. La date limite, c'est le 8 mars 2026 à 23h59 pile. Je pense pas qu'on va être si strict, mais on va commencer à analyser les candidatures le lundi matin, 9 mars. Je suis pas mal sûr. Veuillez noter que vous avez besoin d'un compte Google pour remplir le formulaire. Il est possible de créer un compte Google avec votre adresse actuelle, donc pas besoin de créer un compte Gmail particulier pour ça. Dans l'appel en candidature, on vous indique vraiment comment faire avec la petite section Utiliser une adresse email existante dans la page d'aide de Google. C'est vraiment bien détaillé. Puis si jamais vous avez un problème, encore là, contactez-moi. La page de l'appel à candidature, c'est vraiment là qui contient toutes les informations nécessaires pour remplir l'appel, mais aussi vous avez une foire questions pour vous aider, pardon, à déposer votre candidature. Donc vraiment, consultez-la, il y a plein d'informations, puis au besoin, contactez-moi. Au niveau de l'échéancier, comme mentionné, l'appel à candidature se termine le 8 mars. On va procéder par la suite à l'analyse des candidatures, puis à la sélection au courant du mois de mars pour débuter les formations environ au mois d'avril, qui vont durer à peu près 2 mois. Ça va être des formations vraiment très pratiques qui vont permettre d'élaborer le plan d'action pas mal en direct. Donc, les 2 prochains mois par la suite vont être consacrés plutôt à la réalisation des rencontres citoyennes. Finalement, pour les projets qui incluent des éléments de verdissement, ben là, ça va dépendre un peu de chaque projet, mais le tout va s'échelonner jusqu'à l'automne 2027 selon un peu le degré d'avancement de chaque projet puis le degré à quel point on est prêt pour chacun des projets. Ah. Beaucoup, Vincent. Nous voici rendus à la période de questions. Donc, on vous invite, comme je disais, à partager dans le clavardage vos questions directement pour qu'on puisse les rassembler, puis on puisse y répondre. On a déjà une première question ici d'un écoquartier à la salle qui nous demande si on soutiendrait une candidature qui est déposée en commun ou en partenariat entre deux organismes. Puis effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est sûr qu'il faudra qu'il y ait une personne qui remplisse le formulaire, là, parce que notre formulaire mentionne seulement un nom et un courriel, mais qu'on pourrait laisser dans des notes l'information comme quoi ce serait en partenariat. Puis même, c'est une super idée de le faire en collaboration avec un autre organisme si ça peut venir soutenir encore plus la mise en œuvre de différentes activités. Je rajouterais aussi là, que on demandait 2 personnes qui participent aux formations. Ben là, alors à ce moment-là, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un de chacun des organismes qui sera présent lors des périodes de formation, comme Vincent disait, dans l'idée de partager à un certain nombre l'information lors des formations, puis qu'on puisse avoir une forme de redondance, comme on disait. Donc on encouragerait ça à ce moment-là. Merci pour la question. Je vois qu'il y a une question qui n'est pas dans le clavardage, mais qui est plutôt en levant la main. Donc, Diana, ouvrez le micro et posez la question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Merci beaucoup de me donner la parole. Je me posais une question en fait parce que si j'ai bien compris, vous êtes beaucoup donc dans la formation et dans l'accompagnement, mais il n'y a pas nécessairement en fait de financement pour réaliser un projet. Ce que je veux dire, c'est que par exemple là dans les exemples d'actions collectives que vous nommez et en l'occurrence mettre sur pied un atelier de réparation de vêtements, en fait on le sait déjà que ça contribue en fait à la résilience collective, que ça permet Mhm. aussi beaucoup de choses sur l'empouvoirment en fait des populations les plus vulnérables, mais finalement ça reste toujours en fait à la responsabilité, à la charge et à la charge financière de l'organisme communautaire. C'est bien ça? Mhm. Je peux me permettre de répondre? Oui, Vas-y. en fait, on vous exige pas de faire les actions rendues à ce point-là, mais dans le fond, nous autres, vous avez déjà rempli des demandes de financement, vous savez comment ça fonctionne. C'est quand même assez dur des fois d'avoir d'avoir du financement pour des actions qui sont non définies.
Ça, c'est quelque chose qui, en participation citoyenne, en action collective, on fait toujours face un peu. C'est difficile de promettre des livrables puis de promettre des choses à un bailleur de fonds sans qu'il y ait vraiment des actions particulières. C'est pour ça qu'on a réussi à décrocher du financement pour le verdissement, puis mais pas pour les autres actions en tant que telles, parce que ça pourrait être un peu n'importe quoi pour ces activités-là. Mais nous autres, qu'on s'engage avec l'équipe du centre, c'est aussi de faire un plan de financement avec votre organisation. Donc, de regarder c'est quelle demande qu'on va faire, quel type d'organisation on va aller remplir, quel type de fondation qui peuvent vous aider à faire telle chose. Donc, on va utiliser un peu notre connaissance des différentes sources de financement pour vous aider. Mais c'est certain que nous autres, tout ce qu'on fait, en fait, c'est donc, oui, vous accompagner jusqu'à ce moment-là. Puis, pour les autres projets qu'il va y avoir du verdissement, là, on va pouvoir aller financer ces projets-là en plus particulier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On a une nouvelle question de Philippe maintenant. Est-ce qu'on peut agir sur deux secteurs vulnérables de notre territoire avec deux démarches citoyennes distinctes et deux vulnérabilités climatiques? Je pense que dans ce cas de figure-là, Vincent, tu peux me corriger, on recommanderait de poser deux candidatures qui pourraient reprendre bien sûr des éléments similaires, mais de vraiment cibler les deux quartiers de manière différente dans deux candidatures. Je peux revenir là pour rementionner rapidement comment le processus de sélection se ferait. Comme ça peut vous donner une idée de comment aller bien cibler quoi écrire dans vos deux demandes. C'est un petit comité là, qui va faire l'analyse des candidatures selon les critères qui sont indiqués, donc évaluer selon l'expertise, la volonté démontrée de travailler auprès des populations vulnérables au changement climatique de votre quartier, votre territoire, l'expérience, l'intérêt pour la participation citoyenne et le territoire d'intervention. Puis l'idée auprès du territoire d'intervention, c'est aussi d'avoir une certaine répartition territoriale, pas avoir, disons, les cinq membres de la cohorte qui sont concentrés exactement dans le même quartier, mais bien essayer d'avoir une certaine équité territoriale. Donc, ça peut vous guider là, dans comment poser vos candidatures au pluriel pour répondre à cet aspect-là. Donc, si vous avez deux territoires qui semblent pertinents, on vous encourage, allez-y, poser votre candidature. Merci pour la question. Prochaine question de Mariette qui demande les thèmes des quatre volets formation, s'il vous plaît. Donc, Vincent, si tu veux nous les ressortir, je, je peux les ressortir moi aussi, mais je me disais que tu les avais peut-être pas loin. Ouais, ben, on dit quatre volets, c'est plutôt en quatre sessions parce qu'il y a des volets qui vont être un peu, qui vont empiéter un peu les uns sur les autres. Mais la première, c'est plus tout ce qui est information sur les changements climatiques, comment parler de ça avec notre communauté, puis un peu les premières phases de démarrage. Puis par la suite, on regarde c'est quoi les autres phases, comment organiser un processus participatif, comment monter un plan d'action. Puis finalement, on a une dernière rencontre sur comment juste parler et comment animer des rencontres sur les changements climatiques. Des fois, on sait que ça peut venir avec beaucoup de complexité. Des fois, on va faire face à des personnes qui sont climato-sceptiques. Des fois, on va faire face à des personnes qui ont, par exemple, vécu des inondations puis qui sont très démunies face à cette situation-là. Donc, on va avoir vraiment une session spéciale juste sur comment communauter avec sa communauté de façon empathique, comment recevoir ces informations-là. Merci. Euh, alors, pour une prochaine question, il y en a une qui vient d'arriver tout juste de Shirley. Est-ce que la mobilisation citoyenne devrait être réservée aux adultes ou peut-on travailler avec des jeunes? C'est pas du tout réservé aux adultes. Assurément, quand on travaille avec des jeunes, il faut adapter le contenu. Si on est avec des jeunes, disons, du premier cycle du primaire versus deuxième cycle du secondaire versus adultes, il y a une forme d'animation qui peut être faite complètement différemment. Le processus décisionnel peut également évoluer, mais on encourage même fortement de travailler avec différents groupes d'âge. C'est pas nécessairement quelque chose qui va vous faire en sorte qu'on va rapidement sélectionner ou non. Là, c'est pas obligatoire non plus d'aller travailler auprès des enfants ou des plus jeunes, mais c'est une très belle idée. Je pense qu'on l'a mentionné, Vincent le soulignait, que quand on parle de population vulnérable, ben, les jeunes font partie des groupes qui sont plus vulnérables au changement climatique pour différentes raisons. Puis d'aller les impliquer dans une forme de participation, de leur donner un pouvoir décisionnel sur certaines questions, c'est même une très belle idée. Donc, Shirley, si jamais c'est quelque chose qui se dessine, on vous encourage à le mentionner dans la candidature. Mhm. C'est très chouette. J'ajouterais même aussi qu'au centre, on a beaucoup travaillé avec des jeunes justement
On avait des processus d'urbanisme participatif ou pour faire participer les gens dans leur milieu de vie, comme avec le projet J'identifie, j'agis, aussi connu sous le nom de JIJA. Donc, on a quand même beaucoup d'outils qui pourraient être utilisés pour ce genre de situation-là. Pour la question, une prochaine question de Cynthia. Que se passera-t-il si vous avez des candidatures qui sont similaires dans différents arrondissements? Comment choisir? En fait, on s'est doté d'un petit comité là, qui va faire l'analyse des candidatures avec les critères qu'on mentionnait, mais une forme de pointage là, qui va pouvoir nous permettre d'essayer de différencier des candidatures qui pourraient se ressembler ou qui sont assez similaires pour aller ensuite là, s'assurer qu'on a autant la question, disons, de la répartition territoriale qui est mise de l'avant, mais aussi l'évaluation auprès plus de l'intérêt, la participation citoyenne. Donc, de vraiment mettre ces critères-là, un peu les pondérer, puis trouver la cohorte qui pourra répondre au mieux à ce qu'on souhaiterait obtenir comme candidature. Donc, c'est un travail qui est très difficile, qui demande un petit peu de trouver autant de l'objectivité que de la subjectivité, mais qu'on tentera de faire au meilleur de nos capacités dans les prochaines semaines. Puis, ben, on souhaite, là, avec notre formulaire qui est quand même plus court que, je sais pas si plusieurs d'entre vous déposent des demandes de subventions ou des appels de ce genre-là, mais on a tenté de rester avec quelque chose qui est assez simple, assez court. On reste très disponible si vous avez des besoins, des questions sur comment le remplir, pour pas que ça soit un fardeau non plus là, de le remplir, puis que ça nous permette quand même d'avoir une certaine analyse, mais sans que ça soit quelque chose qui vous demande de très grandes heures là, de travail derrière. Merci beaucoup, Cynthia, pour la question. Donc, je vois que Diana relève la main. Je repasse le micro à Diana. Oui, merci beaucoup, en sachant que vraiment, je laisserai vraiment la parole aussi à une autre personne qui n'aurait pas encore parlé, s'il y a besoin, que ça soit dans le chat ou ouvrir la caméra et poser votre question. Mais en fait, moi, je sais que quand même une des grandes questions que là, je vais avoir, en fait, c'est que vous avez vraiment en fait une démarche, en fait, justement, pour, avec et par les populations les plus vulnérables et ou les organismes communautaires qui représentent les populations les plus vulnérables. Mais je me demandais en fait si cet appel à projet, si ce projet, vous l'aviez aussi réfléchi avec les populations les plus vulnérables et ou les organisations qui représentent les populations les plus vulnérables, parce que c'est quand même, je trouve, un dépôt de projet qui est très institutionnel et très, il y a quand même toute une démarche déjà pas mal fixée en fait. Et ça, et tout cet équilibre en fait avec le pour, par et avec et remplir les besoins des bailleurs de fonds, c'est toujours un peu compliqué, mais je trouve quand même assez restrictif en fait cet appel à projet. Mhm. Je comprends vraiment le sens de ton intervention. Effectivement, en fait, je vais peut-être nuancer un peu la proposition qu'on fait est vraiment une proposition. Puis dans le fond, notre processus qu'on a fait, c'est un processus qui est à prendre ou à laisser. Tu sais, je disais qu'il était flexible. C'est un processus qui vraiment s'adapter à chacun des organisations, chacun des organismes. On veut pas que ce soit un processus qui est comme une méthodologie. Au début, on avait appelé ça une méthodologie, puis on était là, ben non, c'est pas ça. C'est vraiment un guide. On vous lance des idées, on vous lance des pistes, puis on le co-construit ensemble. Puis un des objectifs qu'on s'est donné aussi, c'est qu'on vous propose une première version présentement. Puis, en fait, le travail qu'on va faire ensemble avec les organisations va nous donner des informations justement pour qu'on puisse améliorer ce processus-là. Notre but de le mettre en action, c'est justement ça, c'est de travailler avec des organismes qui travaillent avec des populations vulnérables, puis de voir comment ça se met en action, puis de voir comment peut améliorer ce processus-là. On veut pas que ce soit quelque chose qui est statique, on veut que c'est quelque chose qui soit évolutif, qui va vraiment permettre d'intégrer le plus de points de vue possible. Mais c'est sûr aussi que on n'est pas les spécialistes de toutes les populations vulnérables et de toutes les communautés. C'est vous qui l'êtes. Qu'on veut vraiment être, c'est pour ça qu'on veut vraiment comme travailler conjointement puis être à l'écoute puis tirer ces informations-là. Au niveau de l'appel un peu institutionnel, je pense que c'est un peu notre façon de fonctionner au centre. On est un peu on se donne des outils pour essayer d'analyser les critères, les choses comme ça. On se donne des formulaires, des pratiques comme ça. Puis on sait que ça correspond pas vraiment tout le temps
à la façon de fonctionner des organismes, mais c'est vraiment toutes des réflexions qu'on a derrière, qu'on peut pas vraiment vous présenter ou qu'on ne vous a pas présenté, mais on s'interroge vraiment sur comment faire ça le plus humain possible, puis le plus réactif à vos besoins. Donc, je, je suis désolé que ça paraisse comme ça, mais je veux vraiment vous rassurer sur le fait qu'on va vraiment être à l'écoute de vos besoins. Si jamais vous avez des problèmes pour remplir le formulaire, si vous trouvez que le formulaire représente pas vraiment bien, ça fait pour sortir les particularités de votre organisation, on va vraiment prendre ça en compte. On veut vraiment que votre expertise transparaisse là-dedans. Merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir. Merci Diana pour la question. Une prochaine question de Isa Marguerite. Est-ce qu'éventuellement l'intégration d'un secteur hors de la ville de Montréal, mais qui est dans un autre centre urbain, pourrait être envisagée? Malheureusement, non. On est tenu à rester au sein du territoire de l'île de Montréal, pas la ville, mais bien l'île de Montréal. Ça implique donc les villes liées également. C'est encore une fois, malheureusement, une question de bailleur de fonds. On est soutenu par la Direction régionale de la santé publique de Montréal, qui a un territoire d'intervention qui est lié à l'île de Montréal. C'est pour ça que les candidatures qui seront retenues sont exclusivement celles situées sur l'île de Montréal. Ceci étant dit, la boîte à outils est quand même pensée pas du tout régionale montréalaise. Mais peut s'adapter à tout centre urbain, périurbain, petit village. C'est vraiment pas nécessairement que lié à Montréal. Elle est disponible à tous et toutes en ligne, au lien qu'on vous a déjà partagé. Si vous souhaitez la consulter, c'est déjà en ligne pour tout le monde. Personnellement, je viens du Bas-Saint-Laurent, d'un petit village qui s'appelle Sainte-Hélène-de-Kamouraska. On est 700 habitants, puis à chaque fois que je travaille des outils, je pense à comment ça fonctionnerait dans le village de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, où il y a plus de vaches que d'habitants et d'habitantes. Puis, un peu pour faire du pouce là, sur la réflexion, je pense que le terme urbanisme participatif est aussi quelque chose qui sonne un peu plus institutionnalisé. On pense plus à des municipalités qui travaillent sur l'urbanisme qu'à une collectivité. Puis je pense que c'est un terme qui découle d'un passé, là, ça fait plus de 10 ans que le centre travaille sur la question de l'urbanisme participatif. Mais c'est un concept qui ne se limite pas seulement à des questions d'aménagement, d'urbanisme au sens strict. Je pense que ça a été un peu mentionné, mais je voulais le remettre de l'avant. On est comme juste un peu dans la foulée de ce mouvement-là, puis on garde l'expression, mais tu sais, le projet, il s'appelle plus bâtir une ville résiliente que l'urbanisme participatif, justement dans ce sens-là, où on n'est pas ici en train de construire une rue où on veut intégrer quelque chose parce qu'on le sait que c'est pas nécessairement directement de notre ressort de penser à des normes des largeurs de trottoir ou comment aménager une piste cyclable. On n'est pas sur cette question-là d'urbanisme très précis, mais vraiment rassembler des communautés pour co-construire des solutions qui sont adaptées à leurs besoins. C'est l'essence. Puis après ça, ça se décline en plein de façons de faire ça qui sont pas nécessairement de l'aménagement directement. Je passe la parole maintenant à Marie-Hélène qui a levé la main. Oui, bonjour. Petite question pratico-pratique. Si notre territoire n'est pas un arrondissement de Montréal, pour la carte du KIR, de quartier inclusif et résilient, de mémoire, ça n'inclut pas les villes défusionnées. Est-ce possible? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Oui, effectivement. Très bonne observation. L'indice d'équité des milieux de vie est seulement disponible pour les arrondissements montréalais, la ville de Montréal en tant que telle. Donc, si jamais votre territoire, c'est une ville liée, si c'est, admettons, Baie-d'Urfé, je dis ça parce que j'ai ça dans la tête, je travaille avec eux autres sur un autre projet. Ben dans ce cas-là, on vous a donné les ressources dans la foire en question. On vous demande d'aller sur le géoportail de la santé publique, OK. qui est un même outil cartographique un peu comme ceux-là que je vous ai présenté. Puis on vous indique un peu comment faire Puis on recommande l'indice de défavorisation parce que c'est un bon indice qui donne un peu, qui a été développé au Québec pour justement évaluer la défavorisation non seulement matérielle, mais aussi sociale. C'est un bon indice qu'on peut utiliser. Donc, vous pouvez juste utiliser ça, puis nous montrer ça à la place. Puis si jamais vous avez de la difficulté, peut-être un peu moins facile l'accès, un peu moins facile d'utilisation, là encore, vous m'écrivez un petit message, vous m'appelez, vous lâchez un petit coup de fil, puis je regarde ça avec vous autres. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Marie-Hélène. Je ne vois pas d'autres questions qui apparaissent dans le clavardage ou de petites mains qui se lèvent. Il nous restait 5 minutes. Alors, si une dernière question apparaît, je vous laisse quelques petites secondes. Sinon, nous allons conclure. Bon, il y a pas de dernière question, donc on peut se permettre de terminer quelques minutes en avance. Merci encore d'avoir participé en si grand nombre. C'était un plaisir d'échanger avec vous, de partager les informations puis de répondre à vos questions. Vincent l'a mentionné à différentes reprises pendant le webinaire. Il reste disponible à l'adresse puis au téléphone indiqué à l'écran. Sachez que c'est aussi disponible en ligne sur la page d'appel à la candidature. Un courriel sera partagé sous peu à toutes les personnes qui étaient inscrites avec la présentation qui a été utilisée aujourd'hui, l'enregistrement du webinaire si vous voulez réécouter des petits bouts. Puis aussi, les liens là, seront inscrits dans le courriel, bien qu'on sache que c'est urbanismeparticipatif.ca. On vous le partage pour être sûr que vous pourrez retrouver ça facilement. Je conclus en vous remerciant à nouveau, puis n'hésitez pas à nous contacter pour toute question, que ce soit par rapport à la boîte à outils elle-même ou encore pour l'appel à la candidature. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous prochainement. Merci Vincent aussi. Merci.